Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Habitat social, 150 hectares au Lac-Rose pour la diaspora. L'annonce est du président de la République, Macky Sall, qui a rencontré nos compatriotes établis à Madagascar avant de se rendre au Cameroun, où il séjourne actuellement. Vote du budget, près de 10 milliards de hausse pour le ministère de la Pêche, une augmentation due aux dépenses en capital. Le ministre annonce la construction de 2 nouveaux ports à Barnier et Nayane et l'acquisition d'un bateau de 800 places pour la navette Dakar-Ziguinchor. Le budget du ministère de l'Énergie est passé à 97 milliards. Population et développement, une conférence internationale se tient à Dakar. Des pays qui ont plus d'1 milliard d'habitants sont présents à Dakar. La Chine annonce la construction d'une centaine d'infrastructures de santé en Afrique. Déchets électroniques ou électriques, utiles et nuisibles, entre leur valorisation et les dangers qu'ils comportent, toute une bataille et un commerce autour de ces produits parfois toxiques. Au Sénégal, ils sont traités à la cellule de solidarité numérique de l'ADIE en attendant une réglementation sur leur utilisation. C'est le dossier de cette édition. Un journal que nous ouvrons par la visite du président de la République à Madagascar. Le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise. Il annonce l'octroi de 150 hectares sur le site du Lac-Rose pour des logements sociaux destinés aux Sénégalais de l'extérieur. D'autres doléances spécifiques ont été prises en charge lors de cette rencontre. Envoyé spécial Oumar Nying. Pour le président de la République, c'est une tradition qui est respectée. Pour nos compatriotes résidant à Madagascar, c'est une occasion heureuse. C'est un immense honneur et un exceptionnel privilège pour nous, Sénégalais résidant à Madagascar, de vous accueillir, Monsieur le Président de la République. La communauté se joint à moi pour vous témoigner toute leur gratitude et vous assurer notre soutien total. Pour tous les efforts que vous déployez pour hisser notre pays au rang des nations qui comptent sur l'échiquier international. Au nom de l'Association des ressortissants sénégalais de Madagascar, nous sommes honorés de votre présence parmi nous. Votre déplacement marque l'importance que le Sénégal accorde à son implication dans le monde francophone. La rencontre a été l'occasion pour ces Sénégalais d'exposer des difficultés au président de la République. Les plus en vue ont trait aux formalités administratives. D'autres soucis ont également été soulevés, comme l'accès au logement. Des doléances vite prises en charge. Je voudrais effectivement tout de suite vous donner des assurances sur votre demande en matière de papier administratif. Vous savez que c'est une question qui a été résolue. Dans la plupart de des pays à l'étranger, nous avons mis en place des dispositifs permettant le renouvellement régulier des passeports et même l'établissement, la possibilité d'établir les pièces d'identité nationale. Notre pays s'est engagé pour le renouvellement de la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO. Et les dispositions seront prises pour que les fonctionnaires vous trouvent ici à Antananarive pour les mettre à votre disposition. Pour ce qui concerne les demandes de parcelles, au Lac-Rose, on a prévu, et j'ai déjà donné les instructions, qu'on puisse aménager jusqu'à 100 hectares, voire 150, et destinés à la diaspora sénégalaise, où l'acquisition, le prix du terrain va vraiment être ramené à son niveau le plus bas possible. En reconnaissant le mérite des Sénégalais de la diaspora en général, le président de la République est revenu sur l'importance de leur contribution financière, un apport qui doit être valorisé. C'est près de 900 milliards de francs CFA annuellement répertoriés par la Banque centrale. C'est dire que c'est beaucoup plus. Alors maintenant, il s'agit d'organiser surtout cette masse d'argent importante qui ne doit pas servir seulement à entretenir les familles, mais qui doit aussi servir à l'investissement pour en faire un effet de levier pour l'économie. Donc il est essentiel que vraiment la diaspora elle-même réfléchisse sur les mécanismes, en tout cas, d'investissement au pays
mais un investissement qui devra être garanti, parce que rien n'est plus désobligeant que des gens qui ont abandonné leur pays, qui travaillent jour et nuit, qui gagnent de l'argent, puissent envoyer cet argent et que cet argent soit dilapidé par des insouciants qui ne travaillent pas et qui sont restés, qui sont vraiment des abonnés au repos permanent et qui déstructurent et détruisent ces ressources hautement acquises. Et ça, c'est totalement inacceptable. Le président de la République a entretenu ses compatriotes des efforts du Sénégal dans sa quête d'émergence, avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dont les résultats sont visibles. Mais cette ambition doit être compatible avec un modèle social exemplaire. Dans ce cadre, le président de la République rappelle aux compatriotes que l'État va prendre ses responsabilités pour assurer notamment la sécurité dans notre pays. Très rassurés par le discours du président de la République, les compatriotes ont exprimé leur fierté à un président qui imprime sa marque au Sénégal, mais aussi à l'étranger. En marge du sommet afro-arabe qui s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale, le Premier ministre a rencontré les Sénégalais. Il s'est entretenu avec nos compatriotes qui résident dans ce pays. Ces derniers se sont félicités des avancées significatives enregistrées dans le cadre du plan Sénégal émergent et ils ont émis le vœu de disposer d'un consulat général. Envoyé spéciaux, Khalidou Bey, Mama Moussagnan. La colonie sénégalaise a l'accueil du Premier ministre pour lui souhaiter la bienvenue à Malabo. Mohamed Boun Abdallah Dionne a eu droit à un accueil chaleureux de la part des Sénégalais de Malabo, des Sénégalais fiers du président de la République. Macky Sall, qui à leurs yeux est en train de réaliser avec brio le plan Sénégal émergent. Pour ces Sénégalais qui résident dans la capitale équato-guinéenne, le Sénégal a pris son véritable envol et dans tous les domaines. Devant le Premier ministre, ils ont exprimé leur volonté de soutenir le président de la République dans ce sens. Ils n'ont pas manqué de demander au Premier ministre de transmettre au chef de l'État toutes leurs félicitations. Évidemment, ils ont saisi l'opportunité pour souhaiter disposer d'un consulat général. Cela permettra, ont-ils dit, de pouvoir régler leurs documents administratifs dans les délais et d'avoir un interlocuteur officiel au nom de l'État du Sénégal. Le Premier ministre a ensuite encouragé les Sénégalais à œuvrer dans le renforcement des relations entre la Guinée équatoriale et le Sénégal. Mohamed Boun Abdallah Dionne a pris bonne note de leurs préoccupations avant de leur demander de tout faire pour s'inscrire pour l'obtention de nouvelles cartes nationales d'identité afin de figurer sur les listes électorales. Le Premier ministre leur a apporté un soutien financier du chef de l'État qu'ils ont remercié pour sa disponibilité. Le ministère de la Pêche et de l'économie maritime est passé en session budgétaire ce dimanche. Son budget passe de 17 milliards 385 millions à plus de 26 milliards de francs CFA. On note une hausse considérable des dépenses en capital. Fatou Sakho. Le projet de budget 2017 du ministère de la Pêche et de l'économie maritime est arrêté à la somme de 26 milliards 33 535 000 francs CFA, soit une augmentation de 8 milliards 700 par rapport à l'année dernière. Une évolution qui se justifie notamment par la hausse des montants alloués aux dépenses en capital qui passe de 4 milliards 473 millions à 11 milliards 773. Ainsi, le budget prend en compte le large programme de réhabilitation et de construction entamé par le ministère. Le président a dit, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, il nous faut des infrastructures de pêche modernes. Loolu moo indi les nouveaux quais de pêche. Depuis 2006, Sénégal tabaxul quai de pêche yu bees. Actuellement, nous avons beaucoup de quais de pêche. Yoo xam ne yii pare nañu inauguré nañ ko, yii c'est en chantier. Le président nous a instruit de faire en sorte que fii jigéen ñi di liggéey moo xam géej la ñuy def keccax tamba jàng tout ce qu'on veut nañ leen defar ay système moderne bon loolu moo indi les aires de transformation des produits halieutiques. Dans les débats, il est ressorti la nécessité d'augmenter la rubrique de 2 milliards consacrée à l'aquaculture,
qui, selon les députés, est un secteur d'avenir porteur d'emplois. Par ailleurs, ils ont plaidé pour la mise à disposition de complexes et de camions frigorifiques dans les différentes zones de débarquement. Et là, cela me permet de revenir sur le premier projet qu'on appelle le programme indien phase 1. Ce programme, qui était initié il y a plus de 10 ans, devait construire 15 complexes frigorifiques. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise qui devait faire ce travail a très mal travaillé. Nous nous sommes retournés vers le COSEC. Nous avons dit au COSEC, bon voilà, nous avons un problème. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'eau et de l'électricité dans tous ces complexes. Le COSEC a été d'accord de mettre 500 millions. Donc les lenteurs observées à ce niveau-là, sur la chaîne de froid, est due à cette situation. Ces complexes seront accompagnés de presque 80 camions frigorifiques, ce qui permettra de distribuer au niveau de certaines zones qui n'en ont pas. Oumar Gueye est revenu largement sur le nouveau code de la pêche qui prend en charge nombre de points évoqués. Les 42 intervenants se sont félicités des avancées du secteur, premier dans les exportations. Avec le port autonome de Dakar qui rayonne dans la sous-région, le ministre a aussi décliné l'ambition du Sénégal qui se veut un hub maritime. D'ici 10 ans, ce seront des navires beaucoup plus importants qui viendront. Des navires de tirant d'eau de 18 mètres, c'est-à-dire qui ont besoin minimum de profondeur de 18 mètres pour pouvoir accoster. D'ici 10 ans, le port ne pourra plus répondre à ces critères, le port de Dakar, parce que limité par des tirants d'eau de 16 mètres. Alors le président Macky Sall a décidé la construction de 2 ports. Alors ces 2 ports, c'est le port minéralier vraquier de Bargny-Sendou, qui va être construit suivant le format PPP. L'étude est très avancée et nous pensons que si tout se passe bien, en avril 2017, nous allons procéder à la pose de la première pierre de ce port extrêmement important. Deuxième port qui va être construit, c'est vers Ndayane. Pourquoi Ndayane? Parce que nous recherchons des profondeurs importantes. L'autre bonne nouvelle a été l'acquisition d'un nouveau bateau de 800 places pour l'axe Dakar-Ziguinchor. À la fin des débats, le budget de 26 milliards 33 535 alloué au ministère de la Pêche pour l'année 2017 a été adopté à l'unanimité. Et puis les députés ont voté le budget du ministère de l'Énergie et du développement des énergies renouvelables. Le projet de budget est arrêté à plus de 97 milliards contre 85 milliards en 2016, soit une hausse de plus de 11 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie a décliné les ambitions de son département. Anaïs Niané. Après la lecture du document portant projet de budget 2017 du ministère de l'Énergie et du développement des énergies renouvelables par le rapporteur, la présidente de séance a ouvert les débats. 54 députés se sont inscrits sur la liste des orateurs. Ils ont tour à tour interpellé le ministre sur différents secteurs de l'énergie. Monsieur le ministre, je pense qu'il est temps qu'on ait un horizon pour l'accès universel à l'électricité. En d'autres termes, quand peut-on dire que les citoyens sénégalais qui le veulent, qui le désirent, peuvent accéder sans entrave à l'électricité quand ils le veulent? Dans le département de Bignona, vous avez des pans entiers de villages qui existent depuis même avant nos naissances, qui sont là depuis longtemps, donc ce n'est pas une extension, qui n'ont jamais vu d'électricité sauf quand ils sortent de chez eux. Le village de Guilay, de Diaboudjor. Il y a même un lycée à Djibidjon, vers la frontière avec la Gambie. Comme je l'ai dit il y a quelques années, le réseau interconnecté de la Sénélec avait pénétré dans le département, mais s'était arrêté à Bala, 50 km après Tamba, ce qui avait permis d'électrifier Kotiari et Bala. Mais Goudiri, aujourd'hui, a un groupe, et Dougué et Bani Israël, ce qui fait que ce sont ces 5 localités-là aujourd'hui dans tout le département qui sont électrifiées. Donc je voudrais vraiment que vous portez une attention particulière encore une fois à ce département-là. Je voudrais d'abord demander à M. le ministre et à ses services de prêter attention à ce que fait Vivo Énergie, de son comportement vis-à-vis des gérants de stations. Qu'avez-vous prévu de réaliser pour doter en quantité d'énergie suffisante pour ces sites touristiques dans le département de Mbour? Pour terminer, Monsieur le ministre,
À quand la baisse effective du prix de l'électricité au Sénégal? Selon les statistiques, l'électrification rurale connaît une avancée. 3173 villages sont électrifiés en 2016 contre 1648 en 2012. Des performances louées par la tutelle. Sénélec a réalisé des performances assez importantes que vous avez saluées, mais qui ne sont pas dues seulement à la baisse des prix des carburants, loin s'en faut. La disponibilité des centrales, c'est-à-dire le nombre d'heures durant lesquelles les centrales sont disponibles pour produire de l'électricité, a fortement augmenté, passant de moins de 74% en 2012 à plus de 84% au jour d'aujourd'hui. Des projets qui sont en cours, ainsi que des 100 mégas dont l'appel d'offres est en cours et la présélection est déjà terminée. Donc si on ajoute tout ça, on aura plus de 300 mégawatts ou autour de, en tout cas plus de 250 mégawatts en solaire, ce qui fera que le solaire occupera une place extrêmement importante. À l'heure où nous parlons, une centrale éolienne est en cours et la première unité de 50 mégawatts sera livrée en début 2018. Donc le mix énergétique n'est plus de l'ordre de la théorie. Le mix énergétique est une réalité en cours de mouvement au Sénégal. Disponibilité des centrales, trains express, lignes à haute tension, éclairage public, autant de questions sur lesquelles le ministre a apporté des éclaircissements. Satisfait des réponses, les députés ont voté à la majorité le projet de budget 2017 du ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Il est arrêté à la somme de 97 milliards 35 399 400 contre 85 milliards 370 572 700 en 2016. Quels instruments et mécanismes mettre en place pour favoriser l'intégration des politiques sectorielles commerciales dans les objectifs du PSE? Cette problématique est au cœur d'un plan d'action élaboré il y a 2 ans et qui fait aujourd'hui l'objet d'une évaluation par le ministère en charge du commerce en collaboration avec le bureau opérationnel de suivi du PSE, Alassane Diédhiou. C'était il y a 2 ans, presque jour pour jour, le ministère en charge du commerce par le biais de l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé UMESIR, instrument d'intégration du commerce dans les stratégies nationales et sectorielles de développement, en collaboration avec le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, avait mis en place un plan d'action visant à faciliter l'articulation de la politique sectorielle commerciale avec des objectifs du PSE. Aujourd'hui, l'heure est à l'évaluation par les mêmes acteurs et les mêmes institutions du chemin parcouru. Le Sénégal est en train de travailler sur l'examen de politique commerciale. Dans quelques jours, nous recevrons ici le secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce. Et il était bon, avant qu'on démarre cet important exercice, qu'on fasse un peu l'évaluation de ce que nous sommes en train de faire, en tout cas pour mieux préparer le document qui va être élaboré par la suite. Le secteur du commerce soupape de l'économie réelle est par essence transversale. Aussi, son intégration dans les objectifs du PSE s'est manifestée sous forme de programmes économiques et commerciaux divers et variés. Le commerce a toujours eu une place dans les différentes politiques économiques et sociales. C'est un outil d'accompagnement de l'ensemble des politiques sectorielles de développement. Naturellement, elle occupe une place importante dans le plan Sénégal émergent. Au-delà de l'aspect transversal qui lui permet d'accompagner l'ensemble des projets phares, l'ensemble des politiques sectorielles en lien avec le plan Sénégal émergent, un des projets phares du plan Sénégal émergent qui constitue le développement des infrastructures commerciales. Parmi les projets phares, il y a surtout le mine, le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs en cours de réalisation à Diamniadio pour un coût d'environ 50 milliards de CFA. Ces marchés devraient impulser la commercialisation des produits agricoles, un secteur dans lequel nous avons un avantage comparatif avéré. Sous ce rapport, le projet compétitivité de la mangue sénégalaise du cadre intégré renforcé devrait consolider notre horticulture dans sa position de rampe de lancement de nos exportations.
l'organisation intergouvernementale PPD, partenaire en population et développement, a choisi le Sénégal pour sa 10e conférence internationale annuelle. Quelques 15 pays du Sud sont à Dakar et parmi eux, des géants tels que la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Un large tour des questions de santé, d'environnement et de population sera fait avec une attention particulière sur les aspects relatifs à la santé de la reproduction. Martiawa. Avant de devenir l'organisation intergouvernementale dynamique que l'on connaît, partenaire en population et développement était une ONG. Aujourd'hui, il s'agit d'un cadre de coopération sud-sud réunissant près de 30 pays sur 3 continents. Il y a des pays africains, des pays asiatiques et des pays latino-américains, soit ensemble 26 pays qui représentent environ les 2/3 de la population mondiale. Et le cadre de cette rencontre qu'on tient annuellement, c'est de faire en sorte qu'on puisse discuter des problèmes qui concernent les pays du Sud. L'importance de cette rencontre se mesure à la présence de géants démographiques, des pays dont au moins 2 ont franchi le cap du milliard depuis des décennies. Au niveau ministériel, nous avons l'Inde, nous avons la Chine, nous avons l'Indonésie, nous avons le Mali et nous avons la Thaïlande. Cette 13e conférence sur la population prioritaire et les défis de développement dans un contexte des ODD va permettre de faire un tour d'horizon complet des questions de population et développement. Tout ce qui a trait à la santé de la reproduction, avec la mortalité maternelle, la mortalité infantile, tout ce qui est santé de la reproduction des adolescents et enfin, penser à tous les aspects, même au vieillissement. Certains pays comme la Chine ont aujourd'hui ce problème. Dans les habits du climatologue et du démographe, professeur Aomari Kolsek a abordé les dynamiques de population, le dividende démographique, l'avancée de la mer, les défis par rapport aux ODD, citant le président de la République au G20 en Chine. L'adoption par la communauté internationale des objectifs de développement durable axés sur les priorités de l'Afrique et l'accord de Paris sur le climat constituent des opportunités pour accroître et consolider les bases d'un développement durable et inclusif. Fin de citation. Ces rencontres sont des cadres d'échange d'expériences. Le Sénégal compte partager le PSE fondé sur le capital humain avec les pays présents. Dans un élan de solidarité, la Chine a annoncé la construction d'une centaine d'infrastructures de santé en Afrique. Première journée scientifique sur le sida se poursuivent. Exposés et discussions ont rythmé la 2e journée. Pour le cas du Sénégal, l'Agence nationale de recherche sur le sida et l'hépatite dresse un tableau plutôt rassurant. Damsila. La 2e journée scientifique est consacrée aux résultats obtenus par l'Agence nationale de recherche sur le sida et l'hépatite dans le cadre de sa lutte contre le VIH. Les présentations, discussions et exposés ont permis de faire un bilan à mi-parcours. Les chercheurs sénégalais et les chercheurs français travaillent depuis plus de 20 ans ensemble, ont mis en place un certain nombre de programmes qui ont aidé de manière décisive, qui ont appuyé de manière décisive les décisions prises au niveau gouvernemental. Par exemple, puisque le Sénégal a été le premier pays à favoriser l'accès aux médicaments antirétroviraux, ça a été aussi le premier pays à proposer des traitements antirétroviraux gratuits dès 2003 et ces résultats, ces décisions ont été portées par des recherches scientifiques réalisées par l'ANRS notamment. Le Sénégal, malgré les bons résultats obtenus dans le cadre de sa lutte contre le sida, avec son taux de prévalence de 0,7%, ne cesse de redoubler d'efforts pour arriver à éradiquer la pandémie d'ici à 2030. Les conclusions qui seront issues de ces journées scientifiques permettront d'améliorer les stratégies. La communauté scientifique sénégalaise continue en tout cas à faire le maximum pour que non seulement nous soyons une référence au niveau de la sous-région, mais également que nous puissions avoir des résultats probants qui vont donc influer sur les stratégies de la politique en matière de lutte contre le VIH-Sida. Et aujourd'hui, en plus de la lutte contre le VIH-Sida, nous sommes en train de développer des pistes pour appuyer la lutte contre les hépatites, mais également contre les maladies, de manière générale, les maladies à potentiel épidémique. Et je suis persuadé que durant cette journée, les communications qui vont être faites vont nous permettre d'avoir encore d'autres éléments d'appréciation. Et je crois que ces éléments d'appréciation nous mèneront à être beaucoup plus pointus dans la lutte contre le VIH-Sida. De 30 ans de réponse à l'élimination du sida au Sénégal est le thème des premières journées scientifiques. L'objectif visé est d'instaurer et renforcer un cadre de partage
des bonnes pratiques et expériences réussies pour un passage à l'échelle rapide des interventions à haut impact. Quelle imprimerie nationale pour la rénovation du système de publication des textes législatifs et réglementaires? Le débat est posé par le personnel de l'imprimerie nationale en collaboration avec ses partenaires stratégiques. Il faut dire qu'informer et sensibiliser sur les innovations de l'imprimerie nationale, surtout sur les enjeux du numérique, ce sont entre autres les objectifs de cette rencontre dont nous parle Philomène Constance Gagne. Fini les manquements et l'inaccessibilité à l'information légale et administrative dans l'intérieur du pays. L'imprimerie nationale, dans le cadre de la gouvernance normative, veut y remédier en mettant en œuvre la numérisation complète de l'entrée en vigueur des textes. De ce point de vue, il y a lieu simplement de considérer qu'un texte peut entrer en vigueur à Dakar et n'est applicable à Ziguinchor que 5 jours après. Ce système date depuis l'époque coloniale. Et cela nous paraît aujourd'hui complètement inapproprié. Mesdames, Messieurs, la simplification du dispositif d'entrée en vigueur des textes, désormais subordonné à la seule publication au journal officiel. La consécration du système de la double publication des textes dans le journal officiel sur support papier et sur support électronique. L'affirmation du principe de gratuité et de permanence de l'accès au journal officiel électronique. C'est en réalité dans ce contexte que s'inscrit ce séminaire. Beaucoup d'innovations sont apportées au système de fonctionnement de l'imprimerie pour plus de performance. Même si la structure intervient en dernière phase d'adoption des textes, elle ressent le besoin d'être mise à jour. Il faudrait que le réceptacle que nous constituons soit à même de répondre aux enjeux. On ne peut pas, avec le document qui régit actuellement l'imprimerie nationale, qui date de 1981, pouvoir fonctionner correctement. Donc l'objectif du séminaire est d'essayer de voir comment réviser l'architecture administrative et institutionnelle et organisationnelle qui permet d'avoir de nouvelles missions pour l'imprimerie nationale, doter l'imprimerie nationale également de moyens conséquents et d'introduire le numérique, en tout cas dans tout le processus. Un changement de paradigme s'impose même dans la structuration hiérarchique de l'imprimerie. Ainsi, les missions qui lui sont assignées pourront être accomplies pour mieux accompagner l'État. Science, technologie et innovation, comment maîtriser ce triptyque et le prendre en charge dans l'élaboration des politiques publiques? La question est au cœur de l'atelier qui se tient à Dakar dans l'optique de former des chercheurs africains. Pour l'instant, 3 pays bénéficient de ce programme. Philomène Constance Gagne. La science, la technologie et l'innovation, des éléments moteurs de développement économique compris par l'initiative d'organismes subventionnaires de la recherche scientifique qui misent sur la formation des ressources humaines. Donc très important pour l'Afrique de ne pas être à la traîne. Par conséquent, le renforcement de la science, de la technologie et de l'innovation doivent être une priorité et les gouvernements africains doivent augmenter leur compréhension de leur géopolitique de la science, être à l'affût des progrès technologiques et de l'innovation dans l'économie mondiale du savoir et prendre des initiatives dans des politiques et processus relatifs à la STI pour dynamiser la production industrielle et agricole, garantir la sécurité alimentaire, enrayer les maladies, assurer l'alimentation en eau potable et protéger l'environnement. L'Afrique se doit de disposer d'écosystèmes d'innovation solides, innovations qui pourront bénéficier à l'économie si des procédés compétitifs étaient mis en place. C'est dans ce cadre qu'intervient la cartographie des défis politiques des pays africains comme le Sénégal. Au Sénégal, le gouvernement manifeste une forte volonté d'appuyer la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est dans cette dynamique que 11 décisions importantes ont été prises en 2013 par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, conformément aux priorités de notre projet de développement économique et social, le plan Sénégal émergent, afin d'impulser notre enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation technologique. Le Burkina Faso, le Ghana et le Sénégal sont les bénéficiaires du thème 2 de l'initiative. Les connaissances acquises permettront une meilleure utilisation des données et indicateurs dans les politiques publiques de leurs pays respectifs.
Le tissage, nous en parlons dans cette édition. Autrefois chasse gardée des hommes, l'activité professionnelle accueille aujourd'hui beaucoup de femmes. Par exemple, les femmes de Tamba qui sont les premières bénéficiaires de cette formation en tissage. Et c'est tout un processus. T'en reviens. Le tissage, métier autrefois réservé aux hommes, est devenu une véritable activité professionnelle pour les femmes. À Tambacounda, en 2007, un groupe de femmes avait bénéficié d'une session de formation. Adjara Toba fait partie des bénéficiaires de ce savoir-faire. Cette formation nous a vraiment rendu utile parce qu'on cherchait les pagnes tissées au Burkina pour mettre dans nos habits quand nous cousons. Ça va nous servir de décor. Mais actuellement, on se déplace pas. On tisse ici chez nous et on fait le montage à partir des pagnes tissées. On fait le montage à partir de notre pagne. Après plusieurs années de pratique, les tisseuses sont devenues aujourd'hui des formatrices. On a eu à former 3 régions, par exemple à Kolda, à Ngaïmekhe, nous avons formé des femmes, et ici aussi à Tamba. En plus de la fabrication du pagne tissé, les tisseuses utilisent le produit fini pour créer d'autres objets pour la décoration et l'ameublement. Nous tissons des pagnes, nous tissons des couvertures, nous tissons des accessoires. Par exemple, des accessoires, des sacs, des chaussures, des colliers, des serre-têtes et des décors de salle. Et nous faisons aussi dans l'ameublement, par exemple, l'oussage des salons. Et nous faisons aussi l'oussage des voitures. Pour une meilleure visibilité de leurs produits, ces tisseuses de Tambacounda participent à des rencontres commerciales, locales, nationales et même internationales. Moi, quand j'étais enfant, dans mon milieu culturel, il y avait des tisserands qui avaient un matériel rudimentaire et qui essayaient tant bien que mal de faire des pagnes, des pagnes tissées. Mais aujourd'hui, ce qui m'a le plus marqué, c'est que le matériel a été beaucoup amélioré. Il est en fer, il est solide. Mais aussi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que ce sont des femmes qui font le travail. Et ça, vraiment, c'est quelque chose vraiment de nouveau. C'est quelque chose de vraiment à saluer, à encourager. Pour cette production locale, pagne tissé Made in Tamba, les prix sont compétitifs et la qualité est garantie. Par rapport au prix, les produits sont abordables. Donc nous avons fixé un prix standard. Par exemple, il y a des pagnes qui coûtent 15 000. Il y a des pagnes qui coûtent 12 500. Ça dépend de la qualité. Si je parle de la qualité, les pagnes qui sont teints et doublés de fils brillants. Il y a qui sont teints qui n'ont pas de fils brillants. Donc, quand on associe beaucoup de produits, en ce moment, le pagne est cher. Pour consolider leurs acquis et renforcer leurs capacités en matière de tissage, des ateliers de formation sont souvent tenus à Tambacounda. On est donc en formation, donc elles ont déjà un certain acquis de tissage, elles ont déjà participé préalablement à des formations et cette formation a pour but de renforcer leur capacité au tissage et leur notion de tissage, que ce soit en termes techniques ou en termes de coloris, de montage de gamme et surtout en termes de distribution par la suite de leurs produits. Ces femmes sont devenues aujourd'hui des références en matière de tissage. Par ailleurs, elles déplorent l'absence d'un grand marché sous-régional dans la partie orientale du pays pour écouler leurs marchandises. En êtes-vous conscient? Ils sont incontournables, certes, mais très dangereux. Les déchets électroniques ou électriques, télévision, radio, ordinateur, imprimante, la liste est longue. Aujourd'hui, le recyclage est en question au Sénégal. Si certains les récupèrent pour les revendre, leur traitement est en partie pris en charge par la cellule de solidarité numérique de l'Agence pour le développement de l'informatique de l'État ADI. Utile mais nocif, le commerce de ces produits en danger encore insoupçonné. C'est le dossier de cette édition avec Célina Lunefal. Un peu partout, ils sont étalés. Gagne-pain pour des milliers d'individus, les déchets électroniques et électriques constituent néanmoins un danger pour les personnes et pour l'environnement. Ces produits contiennent des matériaux qui sont toxiques, souvent des métaux lourds. On peut faire de la récupération pour récupérer de l'argent, parce que dans certaines de ces machines, nous pouvons trouver de l'argent, de l'or,
mais également d'autres produits qui sont toxiques. Ils vont retrouver une seconde vie ici, à la cellule de solidarité numérique de l'ADIE. Ce centre de traitement de déchets électriques et électroniques est unique à Dakar. Le Premier ministre a envoyé une circulaire au niveau de l'administration, enjoignant toutes les administrations d'envoyer leur DE au niveau de l'ADIE pour le traitement. Donc la provenance est un peu le secteur privé et toute l'administration. Ici, rien ne se perd. Tout est récupéré et minutieusement répertorié et entreposé. Donc les déchets sont triés et stockés au niveau du hangar principal. Et maintenant, après avoir fait ce tri-là, les déchets sont ensuite amenés ici à l'atelier pour être démantelés par catégorie. Par exemple, aujourd'hui, on démantèle les unités centrales, demain c'est les écrans, après demain c'est les imprimantes et ainsi de suite pour être traités. Après ce travail, les composants sont confiés à un prestataire. Lui, on a signé avec lui un protocole qui lui garantit, mais en fait qui l'enjoint à traiter de façon rationnelle tous les types de déchets, que ce soit des déchets rouges ou bien des déchets verts. Un travail formel de récupération de déchets. L'informel a également sa part dans ce domaine. Un peu partout, des vendeurs se sont établis et s'affairent autour de la récupération et de la vente de composants électroniques et électriques provenant des déchets. Peu ou prou, ils s'en sortent. Nous récupérons ces déchets dans les maisons, les hôpitaux, les entreprises. Ensuite, nous sélectionnons les composants pour les revendre. C'est une activité qui nourrit son homme. Parce que l'État ne peut pas tout faire aujourd'hui. Il faudrait que le privé sénégalais s'investisse des résultats de la recherche. Tout n'est pas exploitable, c'est clair. Mais il y a des résultats qui peuvent être exploités. Des déchets aujourd'hui peuvent être valorisés. Donc, il y a des créneaux qui existent pour les jeunes qui sont là et qui peuvent pouvoir aller créer des petits GIE, des petites structures, des micro-industries pour pouvoir maintenant avoir des financements. Il faudra réglementer l'acquisition des produits électriques et électroniques en fin de vie. C'est une solution d'après les experts. Nous essayons d'avoir une organisation bien réglementée et avec une législation qui serait très claire. De telle sorte que même au niveau des frontières, que ce soit les douaniers, que ce soit les policiers, les gendarmes et autres corps d'État qui contrôlent, puissent savoir quels sont les produits qui doivent pouvoir rentrer chez nous et qui ne doivent pas rentrer. On travaille à mettre en place une loi qui permettrait aux sociétés, aux particuliers et à l'administration de ne pas se débarrasser comme ils veulent de leur DE, mais de le faire de façon formelle dans le cadre de le livrer à des sociétés ou bien à des entités spécialisées pour le traitement. Les déchets électriques et électroniques sont dangereux de façon générale. Cependant, des mains expertes et qualifiées peuvent en tirer le meilleur sur le plan économique. Politique, lancement hier du mouvement national And ak Macky du professeur Tchernoka. Il réunit désormais des femmes qui entendent accompagner le président Macky Sall dans sa vision à travers le plan Sénégal émergent. Luis Bitsar. De l'animation, des témoignages pour saluer l'initiative du professeur Tchernoka, arabisant et issu du monde rural. Il fait fort avec le lancement officiel du mouvement And ak Macky au Théâtre national Daniel Sorano. L'élite politique, partisans et amis sont venus à masse accompagner l'initiative. Je me réjouis de la création de ce mouvement qui a la particularité de réunir des hommes et des femmes dont le profil rassure. Votre profil rassure, votre profil est un gage de sérieux, d'honnêteté et d'intégrité qui doivent être la marque dominante de la politique du président de la République Macky Sall. L'auguste Assemblée reste convaincue que la mobilisation à travers un maillage complet du pays demeure un gage pour que les mots d'ordre d'inscription sur les listes électorales d'un débat politique sain, de la stabilité du pays et du développement de tous les secteurs d'activité soient portés de manière pédagogique. Pour ma propre volonté, pour soutenir le président de la République Macky Sall, pour qu'il puisse quand même être réélu une deuxième fois en 2019. Non seulement réélu, mais pour les élections législatives et autres élections à venir. Parce que le président de la République, son Excellence Macky Sall, fait beaucoup de réalisations
au pays, au niveau du Sénégal, surtout au Sénégal intérieur. Si je dis Sénégal intérieur, c'est en dehors de Dakar. Moi, je suis un fils d'un paysan. Mais dans le monde paysan actuellement, l'agriculture avance d'une manière très développée. Le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr, est venu spécialement représenter le chef de l'État à cette cérémonie. Il a félicité le porte-étendard du mouvement qui pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. J'aimerais d'abord féliciter le professeur Tiernoka qui a lancé un grand mouvement national. Menam, ça veut dire c'est possible. Je suis venu représenter le chef de l'État. Il se réjouit effectivement de voir les Sénégalais de toutes couches, les Sénégalais venant de tous horizons, mais les Sénégalais venant de toutes les régions et de tous les départements du Sénégal, lancer un mouvement pour dire aux Sénégalais qu'avec le président Macky Sall, c'est possible. Avec le président Macky Sall, c'est possible parce que nous avons entendu l'ensemble des témoignages dans la salle que ceux qui ont lancé le mouvement disent qu'avec le président Macky Sall, l'autosuffisance est en route et aujourd'hui le Sénégal peut se réjouir véritablement de voir des agriculteurs qui vivent de leur production. Les porteurs du mouvement ont affirmé qu'avec le président Macky Sall, il est possible d'investir un peu partout au Sénégal avec le PIDC. Ils ont à cœur d'accompagner le chef de l'État afin de lui donner une large majorité en 2017, mais aussi l'élire dès le premier tour en 2019. En prélude de l'édition 2016 du Maouloud, le comité d'organisation a tenu un point de presse. Les différentes activités prévues à l'occasion du Gamou de Tivaouane tournent autour du thème éthique et citoyenneté, exigence pour un monde global et durable. Voici les explications de Serigne Hamidsi. Nos autorités spirituelles nous ont instruits cette année de réviser le prophète pour l'édition 2016. Et dans cet esprit, une thématique nous a été donnée et qui s'articule autour du récit biographique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme bréviaire pour la Oumma islamique. C'est donc autour de cette révision que va tourner toute la programmation culturelle et scientifique de l'édition 2016 du Gamou de Tivaouane. À cet effet, plusieurs temps forts sont prévus, dont un symposium qui va s'articuler autour du thème éthique et citoyenneté, exigence pour un monde global et durable, et qui sera développé par d'éminents spécialistes. Au-delà de ce symposium, également un autre forum sera également prévu ici à Tivaouane, qui sera une occasion aussi de revisiter un peu les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura aussi un spectacle son et lumière comme nous avions l'habitude de l'organiser en relation avec le metteur en scène Jean-Pierre Lers sur le thème Mohammed, Prince des Lumières, qui nous permettra de revisiter un peu toute l'œuvre panégyrique consacrée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est officiel, les navétanes sont suspendus jusqu'à nouvel ordre dans les zones 1 et 2, plus précisément à Médina, Fass, Gueule-Tapée, Colomane, Fann Hock et Plateau. Les violences notées cette dernière semaine sont à l'origine de cette mesure du sous-préfet de Dakar-Plateau. Voici les détails dans ce reportage de Ndeye Aïdadja. Face à la recrudescence des violences liées au navétane cette dernière semaine, le sous-préfet de Dakar-Plateau annonce des mesures fermes. Malgré les efforts consentis par l'État, par les forces de sécurité, malgré la sensibilisation, ce que nous voyons actuellement, à chaque fois qu'il y a un marche de navétane, à la veille, les populations sont terrorisées. À la semaine dernière, nous avons vu dans la zone 1 un match qui se joue au stade Iba Mar Diop. Tout Dakar était plongé dans l'insécurité à cause des jeunes en furie qui ravagent tout sur leur passage. J'avais pris effectivement le vendredi un arrêté pour suspendre la zone 2, la zone 1. Le même jour, nous avons vu effectivement
qu'au niveau de la zone 2, entre l'ANC Pench et l'ANC Fanok, à l'issue des résultats des matchs qui avaient été proclamés, tous les jeunes s'étaient adonnés à la violence qui ne s'explique pas. Fort de tout cela donc, nous avons dit qu'il faut que force à la loi. J'ai pris mes responsabilités en suspendant jusqu'à nouvel ordre l'ensemble des compétitions de Nawetan au niveau de la zone numéro 1 et au niveau de la zone numéro 2 de Dakar. Le sous-préfet dit avoir pris toutes les dispositions en amont à travers la tenue de ce CLD et la remise des subventions à temps. Malgré tout, les zones 1 et les zones 2 ont basculé dans la violence, des violences qui ont fait des dégâts majeurs. Le tunnel était fermé, des pneus et des bois étaient allumés à côté de la station de Soumbédioune. Beaucoup de véhicules sont endommagés, 3 véhicules de la Sonatel, 3 véhicules du CMS, des véhicules construits de la Mauritanie. Des maisons ont été aussi vraiment gâtées, des personnes ont été blessées, et tout ceci du fait seulement du sport. Nous disons donc aujourd'hui que nous avons autre chose. Un match qui se joue à Demba Diop et que la bataille continue dans les rues de Médina, dans les rues de Gueule-Tapée, dans les rues de Fass, en pleine nuit, jusqu'à des heures impossibles, nous avons dit qu'il faut qu'on arrête. L'autorité se désole de ce regard de violence. Les zones 1 et zone 2 qui polarisent les quartiers du plateau, Médina, Fass, Gueule-Tapée et Fan-Hoc sont concernés. Le sous-préfet les invite à repenser l'esprit du Nawetan. Handball CAN féminine senior en Angola, l'équipe nationale a réussi son entrée en matière. Les Lions ont battu à Luanda la République démocratique du Congo sur le score de 28-22. Demain, toujours pour le compte de la Poula, les Lions du handball jouent contre le pays hôte, l'Angola, l'équipe la plus copée avec 11 titres dans la poule B. La Tunisie, championne d'Afrique en titre, a battu la Guinée, score 34-22. Avant de boucler cette édition, petit détour par Madagascar. La 5e plus grande île au monde vient d'abriter le 16e sommet de la francophonie. Madagascar, c'est plus de 500 000 km² pour une population de 24 millions de Malgaches. La capitale, Antananarive, comporte plusieurs sites historiques que nous fait découvrir Daraba. Madagascar, de par sa position sur le globe, est dans l'océan Indien à 400 km des côtes africaines et à cheval sur le tropique de Corne. Madagascar, c'est aussi une superficie de plus de 500 000 km² et une population avoisinant les 23 millions et demi d'habitants. Le pays est composé de 23 régions dont Antananarive. Tananarive ou Tana est à la fois la capitale politique et économique de la 4e plus grande île au monde. Une capitale subdivisée en 3 parties, une ville basse, une ville moyenne et une ville haute où habite la bourgeoisie. Et n'oubliez pas que Tananarive fondée ici en 1610. La ville basse, la ville très populaire, la ville moyenne, c'est la ville intermédiaire, ici c'est la ville haute. C'est aussi dans cette zone de Tana que se trouvent plusieurs sites touristiques et monuments tels que le palais de la Reine. Et plus le stade de Mahamasne. C'est là qu'on a référendumé la fête de l'indépendance par le Français général de Gaulle, le date de 14 octobre 1958. C'est là aussi qu'on a donné la première république et le premier président, le date du 26 juin 1960. Ou encore le monument du lac Anous, appelé monument de la Grande Guerre, en la mémoire des Français et Malgaches tués lors de la Première Guerre mondiale. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Habitat social, 150 hectares au Lac Rose pour la diaspora, l'annonce est du président de la République, Macky Sall, qui a rencontré nos compatriotes établis à Madagascar avant de se rendre au Cameroun, où il séjourne actuellement.
Vote du budget, près de 10 milliards de hausse pour le ministère de la Pêche, une augmentation due aux dépenses en capital. Le ministre annonce la construction de 2 nouveaux ports à Barnier et Nayade et l'acquisition d'un bateau de 800 places pour la navette Dakar-Ziguinchor. Le budget du ministère de l'Énergie est passé à 97 milliards. Population et développement, une conférence internationale se tient à Dakar. Des pays qui ont plus d'1 milliard d'habitants sont présents à Dakar. La Chine annonce la construction d'une centaine d'infrastructures de santé en Afrique. Déchets électroniques ou électriques, utiles et nuisibles, entre leur valorisation et les dangers qu'ils comportent, toute une bataille et un commerce autour de ces produits parfois toxiques. Au Sénégal, ils sont traités à la cellule de solidarité numérique de l'ADIE en attendant une réglementation sur leur utilisation. C'est le dossier de cette édition. Un journal que nous ouvrons par la visite du président de la République à Madagascar. Le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise. Il annonce l'octroi de 150 hectares sur le site du Lac Rose pour des logements sociaux destinés aux Sénégalais de l'extérieur. D'autres doléances spécifiques ont été prises en charge lors de cette rencontre. Envoyé spécial Oumar Nying. Pour le président de la République, c'est une tradition qui est respectée. Pour nos compatriotes résidant à Madagascar, c'est une occasion heureuse. C'est un immense honneur et un exceptionnel privilège pour nous, Sénégalais résidant à Madagascar, de vous accueillir, Monsieur le Président de la République. La communauté se joint à moi pour vous témoigner toute leur gratitude et vous assurer notre soutien total. Pour tous les efforts que vous déployez pour hisser notre pays au rang des nations qui comptent sur l'échiquier international. Au nom de l'Association des ressortissants sénégalais de Madagascar, nous sommes honorés de votre présence parmi nous. Votre déplacement marque l'importance que le Sénégal accorde à son implication dans le monde francophone. La rencontre a été l'occasion pour ces Sénégalais d'exposer des difficultés au président de la République. Les plus en vue ont trait aux formalités administratives. D'autres soucis ont également été soulevés, comme l'accès au logement, des doléances vite prises en charge. Dans ce cadre, le président de la République rappelle aux compatriotes que l'État va prendre ses responsabilités pour assurer notamment la sécurité dans notre pays. Très rassurés par le discours du président de la République, les compatriotes ont exprimé leur fierté à un président qui imprime sa marque au Sénégal, mais aussi à l'étranger. En marge du sommet afro-arabe qui s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale, le Premier ministre a rencontré les Sénégalais. Il s'est entretenu avec nos compatriotes qui résident dans ce pays. Ces derniers se sont félicités des avancées significatives enregistrées dans le cadre du plan Sénégal émergent et ils ont émis le vœu de disposer d'un consulat général. Envoyé spéciaux, Khalidou Bey, Mama Moussagnan. La colonie sénégalaise a l'accueil du Premier ministre pour lui souhaiter la bienvenue à Malabo. Mohamed Boun Abdallah Dionne a eu droit à un accueil chaleureux de la part des Sénégalais de Malabo, des Sénégalais fiers du président de la République. Macky Sall, qui à leurs yeux est en train de réaliser avec brio le plan Sénégal émergent. Pour ces Sénégalais qui résident dans la capitale équato-guinéenne, le Sénégal a pris son véritable envol et dans tous les domaines. Devant le Premier ministre, ils ont exprimé leur volonté de soutenir le président de la République dans ce sens. Ils n'ont pas manqué de demander au Premier ministre de transmettre au chef de l'État toutes leurs félicitations. Évidemment, ils ont saisi l'opportunité pour souhaiter disposer d'un consulat général. Cela permettra, ont-ils dit, de pouvoir régler leurs documents administratifs dans les délais et d'avoir un interlocuteur officiel au nom de l'État du Sénégal. Le Premier ministre a ensuite encouragé les Sénégalais à œuvrer dans le renforcement des relations entre la Guinée équatoriale et le Sénégal. Mohamed Boun Abdallah Dionne a pris bonne note de leurs préoccupations avant de leur demander de tout faire pour s'inscrire pour l'obtention de nouvelles cartes nationales d'identité afin de figurer sur les listes électorales. Le Premier ministre leur a apporté un soutien financier du chef de l'État qu'ils ont remercié pour sa disponibilité.
Le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime est passé en session budgétaire ce dimanche. Son budget passe de 17 milliards 385 millions à plus de 26 milliards de francs CFA. On note une hausse considérable des dépenses en capital. Fatou Sakho. Le projet de budget 2017 du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime est arrêté à la somme de 26 milliards 33 535 000 francs CFA. Je voudrais effectivement tout de suite vous donner des assurances sur votre demande en matière de papier administratif. Vous savez que c'est une question qui a été résolue. Dans la plupart de des pays à l'étranger, nous avons mis en place des dispositifs permettant le renouvellement régulier des passeports et même l'établissement, la possibilité d'établir les pièces d'identité nationale. Notre pays s'est engagé pour le renouvellement de la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO. Et les dispositions seront prises pour que les fonctionnaires vous trouvent ici à Antananarive pour les mettre à votre disposition. Pour ce qui concerne les demandes de parcelles, l'Agrode, on a prévu, et j'ai déjà donné les instructions, qu'on puisse aménager jusqu'à 100 hectares, voire 150, destinés à la diaspora sénégalaise, où l'acquisition, le prix du terrain va vraiment être ramené à son niveau le plus bas possible. En reconnaissant le mérite des Sénégalais de la diaspora en général, le président de la République est revenu sur l'importance de leur contribution financière, un apport qui doit être valorisé. C'est près de 900 milliards de francs CFA annuellement répertoriés par la Banque centrale. C'est dire que c'est beaucoup plus. Alors maintenant, il s'agit d'organiser surtout cette masse d'argent importante qui ne doit pas servir seulement à entretenir les familles, mais qui doit aussi servir à l'investissement pour en faire un effet levier pour l'économie. Donc il est essentiel que vraiment la diaspora elle-même réfléchisse sur les mécanismes, en tout cas, d'investissement au pays, mais un investissement qui devra être garanti, parce que rien n'est plus désobligeant que des gens qui ont abandonné leur pays, qui travaillent jour et nuit, qui gagnent de l'argent, puissent envoyer cet argent et que cet argent soit dilapidé par des insouciants qui ne travaillent pas et qui sont restés, qui sont vraiment des abonnés au repos permanent et qui déstructurent et détruisent ces ressources hautement acquises. Et ça, c'est totalement inacceptable. Le président de la République a entretenu ses compatriotes des efforts du Sénégal dans sa quête d'émergence, avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dont les résultats sont visibles. Mais cette ambition doit être compatible avec un modèle social exemplaire. D'ici 10 ans, le port ne pourra plus répondre à ces critères, le port de Dakar, parce que limité par des tirants d'eau de 16 mètres. Alors le président Macky Sall a décidé la construction de 2 ports. Alors ces 2 ports, c'est le port minéralier vraquier de Bargny-Sendou, qui va être construit suivant le format PPP. L'étude est très avancée et nous pensons que si tout se passe bien, en avril 2017, nous allons procéder à la pose de la première pierre de ce port extrêmement important. Deuxième port qui va être construit, c'est vers Ndayane. Pourquoi Ndayane? Parce que nous recherchons des profondeurs importantes. L'autre bonne nouvelle a été l'acquisition d'un nouveau bateau de 800 places pour l'axe Dakar-Ziguinchor. À la fin des débats, le budget de 26 milliards 33 535 alloué au ministère de la Pêche pour l'année 2017 a été adopté à l'unanimité. Et puis les députés ont voté le budget du ministère de l'Énergie et du développement des énergies renouvelables. Le projet de budget est arrêté à plus de 97 milliards contre 85 milliards en 2016, soit une hausse de plus de 11 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie a décliné les ambitions de son département. Anaïs Niayaoumane.
Après la lecture du document portant projet de budget 2017 du ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables par le rapporteur, la présidente de séance a ouvert les débats. 54 députés se sont inscrits sur la liste des orateurs. Ils ont tour à tour interpellé le ministre sur différents secteurs de l'énergie. Monsieur le ministre, je pense qu'il est temps qu'on ait un horizon pour l'accès universel à l'électricité. En d'autres termes, quand peut-on dire que les citoyens sénégalais qui le veulent, qui le désirent, peuvent accéder sans entrave à l'électricité quand ils le veulent? Dans le département de Bignona, vous avez des pans entiers de villages qui existent depuis même avant nos naissances, qui sont là depuis longtemps, donc ce n'est pas une extension, qui n'ont jamais vu d'électricité sauf quand ils sortent de chez eux. Le village de Guilay, de Diaboudjor, il y a même un lycée à Djibidjon, vers la frontière avec la Gambie. Comme je l'ai dit il y a quelques années, le réseau interconnecté de la Sénélec avait pénétré dans le département, mais s'était arrêté à Bala, 50 km après Tamba, ce qui avait permis d'électrifier Kotiari et Bala, mais Goudiri aujourd'hui a un groupe, et Dougué et Bani Israël, ce qui fait que ce sont ces 5 localités-là aujourd'hui dans tout le département qui sont électrifiées. Donc je voudrais vraiment que vous portez une attention particulière encore une fois. Augmentation de 8,7 milliards par rapport à l'année dernière. Une évolution qui se justifie notamment par la hausse des montants alloués aux dépenses en capital qui passe de 4 milliards 473 millions à 11 milliards 773. Ainsi, le budget prend en compte le large programme de réhabilitation et de construction entamé par le ministère. Le président a dit, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, il nous faut des infrastructures de pêche modernes. Loolu moo indi les nouveaux quais de pêche. Depuis 2006, Sénégal tabaxul quai de pêche yu bees. Actuellement, nous avons beaucoup de quais de pêche. Yoo xam ne yii pare nañu inauguré nañ ko, yii c'est en chantier. Le président nous a instruit de faire en sorte que fii jigéen ñi di liggéey moo xam géej la ñuy def Kethiax, Tamba Diang, tout ce qu'on veut, nañ leen defar ay système moderne. Bon, loolu moo indi les aires de transformation des produits halieutiques. Dans les débats, il est ressorti la nécessité d'augmenter la rubrique de 2 milliards consacrée à l'aquaculture, qui, selon les députés, est un secteur d'avenir porteur d'emplois. Par ailleurs, ils ont plaidé pour la mise à disposition de complexes et de camions frigorifiques dans les différentes zones de débarquement. Et là, cela me permet de revenir sur le premier projet qu'on appelle le programme indien phase 1. Ce programme, qui était initié il y a plus de 10 ans, devait construire 15 complexes frigorifiques. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise qui devait faire ce travail a très mal travaillé. Nous nous sommes retournés vers le COSEC. Nous avons dit au COSEC, bon voilà, nous avons un problème. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'eau et de l'électricité dans tous ces complexes. Le COSEC a été d'accord de mettre 500 millions. Donc les lenteurs observées à ce niveau-là sur la chaîne de froid est due à cette situation. Ces complexes seront accompagnés de presque 80 camions frigorifiques, ce qui permettra de distribuer au niveau de certaines zones qui n'en ont pas. Oumar Gueye est revenu largement sur le nouveau code de la pêche qui prend en charge nombre de points évoqués. Les 42 intervenants se sont félicités des avancées du secteur, premier dans les exportations. Avec le port autonome de Dakar qui rayonne dans la sous-région, le ministre a aussi décliné l'ambition du Sénégal qui se veut un hub maritime. D'ici 10 ans, ce seront des navires beaucoup plus importants qui viendront. Des navires de tirant d'eau de 18 mètres, c'est-à-dire qui ont besoin minimum de profondeur de 18 mètres pour pouvoir